Très heureux de saluer Bertrand de Fédot, qui fut une personne essentielle dans la reconstruction de ce collège des Bernardins. Donc je suis très touché que vous ayez pu venir ce soir, c'est absolument génial. On s'est rencontrés pour un projet de vidéo sur l'histoire du collège. Et donc, voilà, on espère que ça va se faire. Merci une fois de plus, évidemment, à Pierre Corzilius et toute l'équipe du pôle art et culture du collège, tous les bénévoles qui vous ont accueillis. Et puis, un grand merci aussi à Loni, qui était à la régie, et à Caliste, qui était au son. Voilà, on peut les applaudir. Sans eux, il n'y aurait pas pu avoir de spectacle. Alors, qui parmi vous a déjà eu la chance de pouvoir visiter l'exposition de François Xavier, ici à mes côtés? Levez la main. Ah, super. On a quand même une petite moitié de salle. Donc, vous êtes... Un tiers. Hein. Un tiers, ok. Et je suis bon pour moi. Mais de toute façon, voilà, moi, ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse avoir ce temps d'échange entre le peintre et le comédien, puisque le Collège des Bernardins, c'est un lieu de rencontre, un lieu de croisement des arts, des sciences, des spiritualités, des cultures. Et... merci beaucoup de m'accueillir comme ça, d'une manière aussi fraternelle. Et je suis très, très heureux et un peu bouleversé de rencontrer un grand artiste. Je le dis tranquillement, parce que j'étais... vraiment étonné de ta capacité d'abandon physique et de donner des choses dans une totale liberté où j'ai pu presque voir mes personnages, ceux qui sont au pied de la croix, à un moment où tu es au sol, là, la première fois, tu es tout recroquevillé et j'ai fait une série de tableaux qui s'appelle Face à Face, qui est... Moi aussi, je travaille sur la croix, et j'avais envie de montrer que le Christ nous veut face à lui, même lui condamné sur la croix. Et il appelle chacun des personnages qui sont d'habitude au pied du Golgotha, il les appelle à être à sa hauteur pour le rencontrer dans un face-à-face. Et c'est une, comment dirais-je, pour moi, une longue recherche, un long tâtonnement pour trouver les images justes. Et j'avais fait tout le monde en haut, autour du Christ, à 3 mètres de haut, et je me suis dit, il y a un problème, la vie, c'est pas la communauté l'Emmanuel, il y a aussi des gens qui sont par terre, voilà, il n'y a pas que les gentils, il y a aussi les tout blessés, les tout abîmés, celui que tu décris avec Fesch. Mais je te remercie d'avoir été cet homme-là pour nous ce soir, et d'être redevenu Fitzgerald Berton après. C'est tout à fait étonnant. On a plutôt envie de se taire plutôt que de parler, même si je parle ce soir. Puisque tu m'y invites, j'essaye de jouer le jeu. Mais effectivement, ce personnage du tout blessé, il est aussi invité par le Seigneur à le rencontrer. Donc, effectivement, c'est un grand succès de programmation de la part des Bernardins, qui jouent parfaitement son rôle en invitant des artistes qui disent des choses comparables sur un ton de gravité et de justesse, d'essayer avec leur propre expérience de porter une rencontre avec le Seigneur. Et je trouve que c'est vraiment admirable de constater qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Et dans nos spécialités, chacun de nos spécialités, on va témoigner du même amour avec un langage, avec une invention de langage, parce que face à la croix, que faire d'autre? On n'a pas été crucifiés, on ne sait pas ce que c'est, qui on est, on est juste des sauvés, nous. Mais on a vraiment à le dire, et les Bernardins, vraiment par cette
immense délicatesse de faire parler des artistes qui croient en Dieu. Il nous offre vraiment la possibilité de dire quelque chose à la société et au monde qui arrive comme ça, par le courage aussi d'un gars comme Laurent Landette. Je voulais en parler, lui rendre hommage, même s'il n'est pas là. C'est vrai que je pense que si le parcours de Jacques Fesch en détention, son parcours de foi en détention m'a touché, c'est par toute cette évolution qu'il va vivre depuis, on en parle dans ton expo, Adam le glaiseux, jusqu'au bon larron. C'est Martin Stephens qui, dans le catalogue, écrive, je crois, dernier échange, ou sur une des cartes. Voilà, dernier échange de regard entre le Christ et un homme, c'est ce bon larron, et qui sera le premier admis au paradis. Et évidemment, Jacques Fesch s'était senti être une sorte de peut-être, il l'espérait, bon larron contemporain. C'est comme ça qu'on a parlé de lui aussi après sa mort. Et ce qui m'a intéressé et qui continue de me bouleverser moi-même à chaque représentation, c'est toute l'évolution de Jacques Fesch entre exactement, c'est vrai que ce personnage du début, c'est vraiment celui qu'on voit au pied de la croix dans une de tes tableaux, et qui va petit à petit s'élever, et qui va retomber, et qui va de nouveau s'élever. Et moi, c'est ça ce que je recherchais, enfin, ce que j'ai voulu mettre en lumière dans le choix des textes que j'ai fait, puisqu'il y a à peu près plus de 500 pages de textes qui ont été réduites à 30 pages, c'était de montrer ce combat, ce chemin, ces allées et venues entre des moments où il est désespéré, et son moine lui paraît son ami moine lui paraît tellement mielleux et naïf et absurde, lui qui est en train vraiment d'en baver tous les jours dans 10 mètres carrés pendant 3 ans et demi avant de se voir couper en deux. Et en même temps des moments d'illumination totale, des moments vraiment de transport. J'aime bien quand tu parles on parle autour de ton expo de cette ascension qui est vécue par les personnages qui vont être autour du Christ, qui sont dans ton expo le chemin que je trouve passionnant, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à y aller dès que vous pourrez. C'est ce chemin qui est fait d'une représentation d'une crucifixion d'aujourd'hui, intemporelle, où en fait c'est nous-mêmes qui sommes les spectateurs, les témoins, les sauvés, et qui pouvons nous élever. À la fois, il y a un moment où la croix est basse, parce qu'elle vient se mettre à notre hauteur, et puis il y a des moments où le peuple entier, l'humanité entière est appelée à s'élever vers le Christ en croix. Oui, effectivement, j'ai répondu à une intuition, et j'avais pas prévu comme ça que ça ferait quitter le Jésus de l'histoire et le côté historique des tableaux d'avant pour rentrer dans une comment dirais-je, quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire que l'idée que j'avais d'abord, c'est moi, qu'est-ce que ça me fait que le Christ soit mort sur une croix ? Et ça m'a obligé à laisser tomber quelque chose et à rentrer dans une intuition et dans une invention, parce que face au mystère d'une chose qui nous dépasse totalement, il faut juste retrouver sa place et s'apercevoir que progressivement, effectivement, Jésus nous amène à lui, et c'est une sorte de chemin de conversion dont j'avais envie de parler. Et ça commence par des gars à terre, quoi. Et il nous prend comme ça et il nous amène progressivement dans ce que j'imagine être le désir profond du Seigneur, d'être en face à face entre lui, moi, nous. Voilà, et que le bon larron, c'est toi, c'est moi, et face à, comment dirais-je, ce tableau qui pourrait aussi être inspiré par la near-death experience, c'est-à-dire le moment où on va mourir, on rencontre le Seigneur, et qu'on nous dit que c'est une expérience d'amour, et les gens qui le font ne veulent pas redescendre. Donc j'ai eu envie de parler pour
pour chacun de sa mort et en même temps d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres à travers la peinture et à travers la figuration. Revenir à la figuration, revenir à un art qui témoigne du mystère. Et le mystère est tellement plus grand que nous, qui nous force à inventer et à créer un langage. Je l'ai vu quand tu cours, quand tu, oserais-je dire, gesticules ou quand tu danses, tu es hors de toi et en même temps parfaitement en toi. En fait, c'est une image de la liberté. Et ça nous amène ailleurs que les mots que tu prononces. Ça nous amène dans une... à nous intégrer à ce personnage. Parce que nous aussi, on tremble. Tu rends un hommage à Jacques Fesch qui est assez impressionnant. Et nous aussi, on a peur, parce qu'on a peur des mêmes choses. Sauf que là, c'est en concentré. Et sur ces... On peut oser le terme carrément de gesticulation. Le témoignage sans doute qui m'a le plus frappé, figure-toi, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir jouer ce spectacle, comme je le disais, en prison à de nombreuses reprises. Et alors ça, c'était une fois où je l'ai joué hors prison, mais devant des anciens détenus. Et puis, vous savez, ce moment où il y a cette espèce de danse un peu où il devient fou, la lumière devient rouge, dans une sorte de cauchemar expansif. Il y a un ancien détenu qui m'a dit « Mais comment tu sais qu'on fait ça ? Comment tu sais que ça a lieu en prison ? Parce que les gestes que tu fais, les mouvements. » Il me dit « Moi, j'ai vu des mecs faire ça. » Et là, c'est là où c'est le mystère, tu vois. C'est complètement le mystère de la création, parce que moi, évidemment, que je n'ai pas vu de vidéo de détenus en train de péter les plombs dans une cellule. C'est une musique, des improvisations, la lecture des textes de Jacques Fesch et puis le fait d'avoir visionné des documentaires, etc., qui petit à petit m'ont amené à imaginer cette scène où le temps s'emballe, devient fou, et où les moments qui étaient des moments de grâce, en fait, on retombe dans nos démons, dans nos combats. Et c'est une grâce aussi de pouvoir l'interpréter. Et pouvoir sortir de soi pour le dire. Je sais que les grands formats que j'ai faits, qui font 10 mètres carrés, jamais j'avais peint aussi grand. Et je me suis aperçu que je sortais du contrôle de mes gestes de peintre, que j'étais submergé par la matière. Je fais que mes yeux sont à 1m65 et que... je marche sur une toile et je ne vois pas très bien ce qui se passe. Et on est dépassé, en fait. Il y a un dépassement et on laisse parler quelque chose qui était en soi, et en même temps laisser parler la matière qu'on a choisie, qui parle pour nous, qui dit des trucs qui sont justes. Et ça qui m'a impressionné, c'est qu'il y a ça dans ton jeu. Tu t'abandonnes et par grâce, c'est juste. Ça tombe, et c'est encore plus signifiant que les paroles. Parce que c'est juste le corps qui parle. Et je vois bien à quel point le corps est signifiant, puisque moi, je peins des gestes, et il faut que ça soit juste. Il ne faut pas que ça raconte n'importe quoi. Mais comme on est dans la recherche de Dieu, j'ai l'impression que tout ça est ordonné. Il y a un gars qui est venu parler il y a quelques années ici, il avait dit que la recherche de Dieu était la source de toute culture véritable. Il s'appelait Benoît XVI. Crede Deus, il disait. Et c'est exactement ça. En fait, ça nous donne des ailes, la recherche de Dieu. Parce qu'en fait, la grande chose dans nos vies, c'est pas tellement l'art, pardon, comme tu le sais, c'est l'amour. C'est l'amour de nos parents qui nous donne notre identité, ou alors qui nous défigure parce qu'il n'y en a pas, comme ton personnage. Et puis, c'est cette recherche d'amour qui nous fait aller vers Dieu, et inversement. C'est ce qui crée l'art.
Voilà, c'est ce qui fait qu'on a envie de témoigner de ce qu'on a vécu et de le crier sur les toits, parce qu'on a été sauvés, quoi. On le sait. On est des pauvres gens, mais on est sauvés, quoi. En régie, est-ce que vous pourriez mettre directement l'image où on voit François-Xavier avec ses toiles, c'est à peu près à la moitié, après les tableaux, on les voit, je vais vous dire stop les gars. Attends, on va te voir d'abord sur tes toiles, parce que allez-y, avancez. Après, ah oui, ok. Encore après. Ah non, c'est moi en fait, je suis bête, c'est moi qui dois avancer, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous mettre... Voilà. Je vais vous mettre directement, j'adore l'immensité des toiles. Il en parlait. Alors, ça, tu peux balancer l'image, camarade, sur le rétro. J'aime beaucoup. Alors, ah merde, ah oui, il faut que tu mettes pause. Ouais. Ouais. Alors, attends. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est les aléas du direct. Alors là, c'est moi qui commande normalement, et je m'arrêtais sur celle-là. Oui, pied du Hobbit. Voilà. Non, mais c'est dingue parce que j'adore ce que tu viens de nous dire sur le fait que tu avais tes toiles de 10 mètres carrés. J'ai ma cellule de 10 mètres carrés. On est là. 2 sur 5. Ça, c'est 2 sur 5, camarade. Voilà. C'est dingue. Et toi, t'y es allé aussi avec ton corps. On se souvient tous des images de Jackson Pollock en train de lacérer ses toiles. Dripping. Voilà. Et moi, j'ai adoré ces photos qu'on voit dans le catalogue où on te voit aller chercher je crois qu'il y en a une autre après. On te voit, voilà, t'es complètement plongé dans l'œuvre. Et évidemment que je partage complètement ce que tu dis sur ce fait que cette grâce d'avoir la foi qui nous pousse à créer et qui nous fait grandir en liberté, c'est complètement incroyable. Et qui, voilà. Disons que ça nous pousse à dire oui. La foi, ça nous pousse à dire oui. Quand les Bernardins m'ont demandé de faire un sujet sur la croix, j'ai dit oui, alors que franchement, c'est un sujet que je redoute. Parce que quelle place prendre? Quelle place prendre par rapport à la croix? Alors, je n'ai pas été témoin, je ne l'ai pas vu, mais je sais que j'ai été sauvé, je sais que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, j'ai été guéri spirituellement. Donc, j'ai pensé que j'avais reçu tout ce qu'il fallait en grâce pour pouvoir et dire oui et traiter de sujets dont je ne savais pas quoi faire. Et t'as opéré un acte d'abandon dans en répondant à l'appel de Laurent Landette et du collège. S'il n'y a pas d'abandon, c'est pas bon. Mais c'est comme en amour. C'est vrai. Voilà. Au moins, c'est bien de parler du commun. L'expérience amoureuse, l'expérience de Dieu, c'est vraiment le commun. Et c'est ce sur quoi on est fraternel et réunis. Ça s'appelle une civilisation. Voilà. Et donc, c'est notre expérience de l'amour dont on peut parler. Et c'est vrai que c'est... Parce qu'on la cherche. On recherche l'amour. Et c'est ce qui fait qu'on est des bonhommes, mais comme on cherche l'amour, on peut dire quelque chose parce que l'amour, ça répond. C'est quelqu'un. Et dans cette création que j'ai faite pour ce spectacle, effectivement, comme tu le disais, les moments corporels, physiques, vont être vraiment ceux où il va pouvoir y avoir un vrai lâcher-prise. Voilà. Et où en fait, c'est vrai que c'est clairement les moments où je suis le plus libre, parce qu'il y a le texte de Jacques Fesch, comme je le disais, que je respecte, que j'ai quasiment pas changé. J'ai changé quelques mots, parfois pour le rendre plus accessible. J'ai coupé les phrases, ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai que ces moments de danse qui m'appartiennent totalement, et qui pour moi était important parce que d'abord j'aime danser, et puis je sentais intuitivement qu'il fallait des moments où on passait à autre chose, où on n'était plus dans les mots, parce que d'une part les mots, comme il le dit lui-même, ne sont pas capables de tout exprimer, et puis parce que c'était aussi cet endroit où moi, Fitzgerald, j'allais pouvoir, comédien, raconter, traverser quelque chose. Tu joues.
Ouais, c'est ça. Tu joues. Ouais, c'est c'est ça ça. qui est admirable. J'ai pensé à l'acteur studio où pour avoir l'air essoufflé, il faut courir. C'est ce que dit Dustin Hoffman de Marathon Man à Laurence Olivier qui lui dit mais et, et Laurence Olivier joue et l'autre tu fais mais, Dustin Hoffman mais comment vous faites pour avoir l'air comme vous êtes? Moi quand je veux avoir l'air essoufflé, je cours et lui non, je joue, c'est tout. Voilà. Bah oui, c'est vraiment les deux écoles qui traversent l'histoire du théâtre. C'est est-ce qu'on va avoir plus une approche physique ou une approche psychologique? Il y a Et les deux. il y a les deux en fait. Ouais, Moi, j'aime beaucoup le théâtre physique. J'aime beaucoup cultiver cette dimension qui est concrète. Et évidemment, cette course poursuite, cette course en avant, cette course folle du début, où je raconte le récit que fait Jacques Fesch lui-même de son braquage complètement raté. Bah, cette course folle en avant me projette dans un état et il me semble entraîne le spectateur avec quoi. oui, tu changes la manière de dire totalement et ça devient totalement juste. C'est très impressionnant. Pardon, ce mec est un jeu d'une qualité impressionnante. Bon, on va bientôt vous passer la parole là parce que. Mais en fait, c'est vraiment c'est bien de trouver des frères en art, tu sais. Mais c'est clair. Ouh. Ouh. Surtout que tu es quand même dans une discipline tellement solitaire que ça fait du bien de pouvoir partager. Ah mais oui. Et parce que moi j'ai la chance d'avoir, je voulais vous montrer ça, la rencontre avec le public et notamment la rencontre avec ces détenus. Là c'est à Bois d'Arcy. Voilà, on a pu donner une représentation à Bois d'Arcy l'année dernière. Et je vous partage un Fioretti. Et puis après, on va passer un micro pour les personnes qui voudraient poser leurs questions. Je vous raconte juste une magnifique histoire qu'on m'a racontée quelques semaines après que le spectacle ait lieu là-bas. Apparemment, un homme s'est complètement identifié à Jacques Fesch. Il a dit, mais son histoire, c'est mon histoire. Un gars qui était narcotrafiquant, qui venait d'Asie. Et paraît-il que jusque-là, il avait toujours nié sa culpabilité et qu'après avoir vu le spectacle, il l'a reconnu. Et il aurait même demandé à se confesser, voilà, à demander pardon pour ces fautes qu'il avait commises. Et voilà, c'est évidemment, moi je vais jouer mon spectacle et j'ai pas trop d'écho. Après, ces personnes, je ne les reverrai jamais. Mais cette histoire qu'on m'a partagée par un aumônier que j'ai revu ensuite m'a vraiment énormément touché. Et ben voilà, cette rencontre, elle est vraiment unique et ce partage avec les détenus a été absolument unique et puis bouleversant. On a même pu jouer à la prison de la Santé. Ça, c'était à Évreux. Et puis ça, c'était à la prison de la Santé, donc la prison même où Jacques Fesch a été incarcéré et exécuté en 1957. Donc on a traversé la cour où il y avait la guillotine, enfin où jadis avaient lieu les exécutions. Et puis là, voilà, c'était vraiment une expérience forte. Oui, les mecs ont l'impression qu'ils sont debout, qu'ils hallucinent complètement. Mais il faut avoir un certain courage, et même un courage absolument certain, pour aller faire l'artiste devant ceux qui vivent en vrai le truc. Mais en fait... Mais c'est vrai que ça, tu me le disais tout à l'heure en te marrant, mais c'est vrai que... Oh, je me marrais pas vraiment, quoi. La première fois où je suis allé jouer en prison, c'était à Nanterre. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là à leur raconter un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'avais d'abord fait, tu sais, des représentations devant les aumôniers de prison. Et je leur disais, venez voir, je vais faire un spectacle où je vais aller jouer en prison, ça va être super. Et puis ils venaient, ils disaient, mais attendez, vous voulez leur jouer ça et tout. Alors on a coupé aussi, à la fin, ça continuait de redescendre dans les affres. Et puis on a un petit peu allégé sur la fin. Mais en même temps, le truc le plus important, c'est que certains visiteurs de prison m'ont dit « Mais non, vous avez raison, en fait. » Parce que certains aumôniers disaient « Coupez le début, là, quand vous parlez que du marasme, du désespoir, coupez tout ça, là, c'est trop dur et tout. » Et puis il y en a un autre qui m'a dit « Mais non, en fait, une personne détenue, elle veut que tu lui parles vrai. Elle veut pas que tu lui vendes un truc, une soupe, un truc mielleux. » Et justement, et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que les gars...
alors la dimension spirituelle, elle les touche ou pas, ils le disent ou pas, mais la dimension réelle de ce récit, en fait, on est je pense, dans une véritable catharsis, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment vivre à travers le personnage que eux ressentent et me disent parfois, mais ce que Jacques Fesch, il arrive à exprimer, moi, j'arrive pas à le faire comprendre à ma propre famille. Et ils me disent, va jouer ton spectacle à l'extérieur, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train de vivre, et là, on le capte. Je pense qu'un chrétien doit être un témoin, et un chrétien qui est artiste, c'est fait vraiment pour accompagner ceux qui sont dans la douleur, dans la difficulté. Ils sont là pour mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et c'est ça, être un vrai témoin. Et je trouve admirable cette idée d'aller confronter à la réalité. En fait, c'est eux qu'il faut aider en premier. Nous, on est des gentils bourgeois, hein, mais tu fais vraiment le boulot là où il faut. C'est très impressionnant. Mais c'est vraiment à l'image du Christ, c'est-à-dire qu'il nous prend là où on en est et il nous accompagne. Il y a ça qui est beau, quoi. Alors, est-ce que des personnes souhaiteraient poser des questions? Je pense qu'on a un micro par là-bas, Pierre, qu'on peut faire tourner. Le temps passe, je suis désolé, on a déjà beaucoup parlé ensemble, mais c'est important aussi que quelques personnes puissent nous interroger ou réagir aussi. Et vous découvrez là, enfin, une œuvre de François Xavier, avec cette élévation ces silhouettes qui s'élèvent, qui viennent rejoindre le Christ. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent lever la main. Oui, ici, madame, juste au rang où vous êtes. Ensuite, levez la main qu'on voit où on apportera, voilà, plus en haut de la salle. Allez-y, madame. Oui, je me demandais, est-ce qu'il existe toute une littérature des personnes enfermées, ou est-ce que ces textes de Jacques Fesch sont tout à fait exceptionnels? Alors, c'est une bonne question. Il y a le fameux Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, qui est évidemment un ouvrage très connu, mais qui est un peu le Jacques Fesch inverse, parce que lui, c'était un pauvre homme complètement terrorisé d'aller se faire exécuter. Il y a un très beau De Profundis de Oscar Wilde qui parle de son expérience carcérale. Et il y a Souvenir de la maison des morts. Souvenir de la maison des morts de Dostoïevski. Et puis il y a quand même, tu m'as fait penser quand même à Raskolnikov, dans Crime et Châtiment. Ouais. C'est le mec qui est enfermé dans sa culpabilité, quoi, et qui a hâte de pouvoir la dire à un juge, quoi. Donc c'est vrai que chez Dostoïevski aussi, on peut trouver des choses très puissantes. Il n'y a pas tant de choses que ça, parce que déjà écrire en prison et qu'ensuite les textes parviennent, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, on a perdu une grande partie aussi des correspondances ou des choses que Jacques Fesch a pu écrire. On en a forcément pas la totalité, mais c'est vrai que en me plongeant, j'ai eu envie un peu de développer ça, et je vous invite à le faire aussi, à aller voir le Goulag de Solzhenitsyn. Bien sûr, là, c'est l'archipel, je crois, de l'archipel du Goulag. Alors, ouais. Alors, des recueils d'anonymes, je n'en ai pas trop connaissance, mais je pense que ça doit exister. Ouais. On va prendre une question dans le haut de la salle, allez-y. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le témoignage de ce Gérard là qu'on a entendu André, à la fin de la pièce? André plutôt. Voilà, André. Gérard, c'est son fils. Ah oui, voilà. Et André, c'était un codétenu. Effectivement, à la fin du spectacle, on entend cette voix qui n'est pas la véritable voix d'André, que j'ai fait lire par un homme, mais qui est le véritable texte de cet homme qui était la cellule au-dessus de Jacques Fesch. C'est donc pour ça qu'il dit qu'il ne se voyait pas, il se parlait de cellule à cellule. Et donc, cet homme a laissé son témoignage 30 ans plus tard et a été enregistré, mais je n'ai pas trouvé l'enregistrement. Et donc, c'est assez bouleversant. Et ensuite, en gros, pour la petite histoire, moi, j'ai décidé, en fait, je ne voulais pas que ce soit un comédien qui lise ce texte et qui fasse l'acteur. En fait, j'ai rencontré quelqu'un d'une association qui s'appelle l'APA, et puis qui maintenant aussi
ce monsieur, il est impliqué dans Entourage. Et donc, en gros, c'est une personne qui a vécu dans la rue, qui a fait tout un parcours de réinsertion grâce à plusieurs associations, qui aujourd'hui a un travail, etc. Mais je voulais que cette voix, elle ait une histoire. En même temps, c'est un homme qui aime beaucoup les textes et la poésie, donc il a eu plaisir à le lire. Et voilà. Il s'appelle Éric de Villers. C'est bien joué parce que ça sent le vrai, quoi. Ouais. Ouais. Puis l'émotion, c'est balèze. Ouais. Je vais mettre. Alors, on peut prendre encore une ou deux questions. Je vais vous mettre ce tableau que je trouve magnifique. Il s'appelle Emmaüs ou il s'appelle... Yes. C'est ça, hein. Alors, je crois qu'il y a une question en haut, c'est ça? Non? Sinon, on en a une en bas. Si vous pouvez descendre le micro, pardon, madame. Donc, sachez que à la sortie, il y a plusieurs ouvrages qui vous sont proposés, des ouvrages sur Jacques Fesch, le catalogue de l'expo avec des magnifiques textes par Martin Stephens et tout un tas d'auteurs. Et aussi, je vous signale la proposition d'un livre qui est complètement en écho avec notre soirée, qui s'appelle « En chemin vers la beauté ». Ce livre, c'est un recueil de témoignages d'artistes chrétiens de toutes disciplines, et dont plusieurs, je pense, sont dans la salle ce soir. Il me semble qu'il devrait y avoir le peintre Malel. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce qu'il a pu venir finalement? Ou peut-être il est déjà reparti. La peintre et sculptrice Françoise Bissara. Est-ce qu'elle a pu venir? Je ne sais pas. Et il y a Fleur Narbert qui est là peut-être. Nabert, pardon. Salut. Donc, qui est sculptrice également. Et donc, voilà, les personnes que je vous ai citées, nous avons écrit des textes pour ce livre qui s'appelle « En chemin vers la beauté », dans lequel on témoigne de... c'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure, en gros, quoi, de ce lien entre notre pratique artistique et notre chemin de foi. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant qui sera disponible à la sortie et que nous pourrons dédicacer si vous le souhaitez. Allez-y. Peut-être tu fais des dessins, toi? Lui, il fait carrément des dessins. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur une phrase que vous avez dite dans la pièce. Oui. Tout est grâce. C'est une phrase que je connaissais de Bernanos. Et est-ce que donc Jacques Fesch était quelqu'un qui avait lu ou il a sorti cette phrase de son journal de lui-même? Non, c'est une excellente question et la réponse peut-être fournie. Figurez-vous que Jacques Fesch a lu entre 300 et 400 livres. Pendant ces 3 ans et demi d'incarcération, il est devenu boulimique de lecture. Lui qui avait été complètement fainéant à l'école, avait fini par être viré avant même de passer le bac. Il s'est mis à dévorer des livres, d'abord des romans, et puis ensuite petit à petit de la lecture aussi spirituelle. Alors il en cite énormément. Il cite par exemple Paul Claudel, évidemment, avec lequel aussi il ressent cet écho de la foi qui te traverse, qui te tombe dessus comme ça, un peu du jour au lendemain, comme lorsque Paul Claudel évoque cette foi qu'il a reçue en entrant dans Notre-Dame de Paris. Et il me semble qu'il doit citer Bernanos. C'est vrai qu'à un moment, par exemple, il y a cette phrase où il dit « Seule la liberté intérieure existe, mais qu'en fait-on » Et on sait qu'on a ce recueil de textes de Bernanos, il me semble, qui s'appelle « La liberté, pourquoi faire ?» Donc il y a vraiment... moi, je ne suis pas assez spécialiste de tous ces auteurs, mais c'est vrai que, par exemple, comme quand il dit « Il n'y a pas 2 hommes, mais un seul », il me semble que ça nous rappelle du Saint-Augustin. Enfin, on sent énormément d'échos dans sa prose, qui sont bien sûr complètement matinées de ses lectures. Et puis là aussi, voilà, ses propres intuitions spirituelles. D'accord, merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question. L'heure tourne. Oui, merci beaucoup. Et encore une autre après, voilà. J'aurais souhaité vous entendre un peu sur la façon dont votre pièce est reçue par les détenus. D'ailleurs, votre spectacle m'a fait penser à ce film des frères Taviani. Je ne sais pas si vous l'avez vu. César doit mourir, c'est ça? César doit mourir, ouais, c'est génial. Où il y a une espèce de continuité entre l'expérience des personnes détenues qui jouent Jules César, ouais. parce que ça se passe dans une centrale
où il y a des narcotrafiquants de la mafia. Et je trouve que vous aussi, vous offrez cette possibilité d'ouvrir un chemin de continuité avec ce que vivent les gens sur place. Et donc, ça m'intéresserait de savoir comment eux, ils reçoivent ce témoignage. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la dimension vraiment réaliste, réelle, documentée du spectacle les touche beaucoup. La première fois que j'ai joué à Nanterre, le premier gars qui a parlé, il m'a dit « Moi, j'ai aimé ton théâtre parce que c'est vrai. Et que tout ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. » Et le gars, et là, paf, il a commencé à nous raconter sa première incarcération il y a 40 ans. Et il avait un certain âge, donc voilà, il avait dû être malheureusement multirécidiviste. Et je pense que c'est d'abord ça qui touche énormément, c'est cette proximité. Je pense qu'il considère Jacques Fesch comme une sorte de porte-parole un peu. Et puis, il y a la dimension spirituelle aussi qui les touche énormément. Et par exemple, ça je crois que c'était à Saint-Étienne, à la prison de la Talaudière, où un détenu m'a dit, ben voilà, jusqu'ici j'avais l'impression que j'étais condamné par l'acte que j'avais commis et que j'étais un peu enchaîné à mon acte. Et ben grâce à cette pièce, je sais que je ne suis pas définitivement condamné, que voilà, une espérance est possible, un rachat, une rédemption. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Et voilà, il y en a d'autres qui témoignent aussi. Bah oui, c'est vrai que moi, depuis que je suis en prison, je suis revenu vers la foi. Je me suis mis à écrire. J'ai finalement pu plonger à l'intérieur de moi et me rendre compte un peu de ma vie. Et c'est là où voilà, on peut voir un aspect, entre guillemets, constructif de ces moments d'enfermement, malgré toute la douleur et la violence que ça représente. Ben, pour certains, dans certaines conditions, ça peut permettre un véritable prise de conscience et donc voilà, une transformation intérieure. Voilà un peu ce que je pourrais vous partager en quelques mots. On va prendre une dernière question. Oui, c'est un peu une conclusion. Et une félicitation avant tout, parce que moi j'ai une expérience de Jacques Fesch depuis mes 20 ans, dans une famille d'avocats qui participaient au procès. Et une famille d'avocats qui n'était pas contre, au contraire, la peine de mort, au contraire, bien au contraire. Et quand mon père, puisque c'était lui un avocat, est rentré de ce procès, la seule chose qu'il a dit à ma mère, qui l'interrogeait du regard, Baudet, enfin, l'avocat, a mal plaidé. Et on a compris. Et moi, je dis que maintenant, si Fesch est béatifié, Baudet aura bien plaidé et vous aurez montré dans cette ligne-là d'une façon hyper intéressante. Merci. Félicitations. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, des personnes un peu voilà, de l'époque ou documentées disent que la plaidoirie de Baudet, qui était un excellent avocat, n'avait pas forcément été la plus convaincante ce jour-là. Et c'est vrai que c'est tout le mystère de cette histoire que vous soulevez, madame. C'est-à-dire que, mais s'il n'avait pas été condamné à mort, qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce qu'il se serait... et il le dit lui-même, j'ai gardé cette phrase où il dit « Mais si on me rejette brutalement dans la vie, avec toutes ces tentations et ces douceurs, il est évident que je ne serais plus capable de voir tout ce que je comprends maintenant. » Et c'est vrai qu'il y a là un mystère, mais je crois que c'est vraiment cette idée que le Seigneur peut tirer un bien, même des situations les pires et les plus atroces. Il peut toujours les récupérer, les transformer et en faire une occasion de grâce qui abonde pour Jacques Fesch d'abord, et puis ensuite pour toutes les personnes qui peuvent lire ses textes, les entendre, découvrir sa vie et être inspirées. Bah, effectivement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Et une dernière... allez, une dernière... Alors, Fitzgerald, puisque tu as eu la délicatesse de faire référence à ce qu'on avait pu faire avec le cardinal Lustiger, j'avais envie de te dire une chose peut-être de sa part.
Quand on travaillait à la programmation des Bernardins, on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce lieu. Et il avait une seule conviction qui était de produire pour notre société, pour notre monde, ce que l'homme était capable de faire de mieux en puisant dans les 3 sources qui lui sont confiées, c'est-à-dire son intelligence, sa foi et sa capacité créatrice. C'est une audace incroyable d'avoir osé réunir dans ce petit lieu qu'est le collège la capacité de faire s'exprimer à parts égales l'intelligence, la foi et la capacité créatrice. Et ce que vous avez fait ce soir, et ce que tu as illustré, François-Xavier, c'est tellement dans la ligne de ce qu'aurait souhaité le cardinal Lustiger. Vous êtes absolument dans la mission qu'il a confiée à ce collège, qui, je pense, est d'une importance considérable, comme tu l'as rappelé avec les mots de Benoît XVI. Benoît XII était ici au collège aussi, puisqu'il en a construit en partie. Hein. Et quand on te voyait jouer ce que tu ne voyais pas devant cette rosace, c'était vraiment un langage absolument unique. Donc un immense merci. Je terminerai par cette phrase du cardinal Lustiger, qui est une des dernières qu'il a citées. Je l'ai encore dans mes oreilles. Nous n'en sommes qu'à l'aube du christianisme. Merci infiniment. Merci beaucoup.